Et nous voilà en live aujourd'hui pour aller parler neuroatypie et décrochage scolaire. Alors, j'avais lancé le live une première fois et puis il n'a pas voulu. Donc, je reteste. On y va. Christelle va me rejoindre. On va aller aborder cette thématique un petit peu particulière. Donc, on s'est préparé. On a fait une petite liste. Donc, de temps en temps, je regarderai de biais pour être sûre de rien oublier. Parce qu'on avait vraiment à cœur de vous partager pas mal de points. Donc, voilà. Là, Christelle devrait normalement, maintenant, attention. Oui, ça y est. Oui, super. C'est Bonjour. ça aussi. On a programmé un live en Mercure rétrograde. Moment Ouais, où toutes les communications sont un petit peu, voilà, challengeantes. exactement. Un petit démarrage un peu challengeant, mais on va pouvoir partager tout ça. Exactement. Alors j'étais en train de dire que justement c'était préparé avant, on a échangé sur ce qu'on avait envie de partager. Donc de temps en temps, il se peut qu'on ait un petit regard de biais pour aller vérifier euh, nos petites notes parce que on avait à cœur de partager plein de choses. Donc il fallait faire un peu d'ordre, un peu de tri. Donc voilà. Je te propose si tu veux de commencer à te présenter. Comme ça ceux qui nous rejoignent vont savoir un petit peu qui tu es, pourquoi je t'ai invité à venir papoter avec moi ce matin. Ok. Je suis Christelle Vignon. Moi, j'ai fondé Ecta Coaching il y a un peu plus de 3 ans. Donc, c'est du coaching spécialisé dans l'accompagnement de jeunes, donc de l'ado au collégien jusqu'à l'étudiant. Je dis souvent jusqu'à la première insertion professionnelle. J'ai à cœur, moi, de les aider à travailler leur confiance en eux et leur efficacité. Je vais pouvoir les accompagner en posture de coaching sur toutes les notions de méthode de travail et d'orientation. Mais en fond, on vient surtout travailler la confiance en soi, les émotions, les croyances, tout ce qu'on fait en coaching assez classique. Et puis très rapidement, j'ai eu des premières demandes de parents me disant mon jeune a des troubles 10, est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous savez faire? Les troubles 10, j'étais déjà un petit peu informée, puis j'ai développé ma curiosité. Puis après, j'ai été sollicitée par des jeunes, des parents qui avaient des jeunes avec des troubles de déficit de l'attention. Puis là, ça m'a un peu challengée. Il y a des choses que je percevais pas, et donc je suis allée me former à l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux et au haut potentiel pour pouvoir justement accompagner ces jeunes-là qui me tiennent encore plus à cœur que les jeunes qui sont vraiment mon public chouchou pour mieux les accompagner. Et depuis septembre, j'interviens désormais moi dans un établissement qui est privé hors contrat et qui accueille effectivement des jeunes qui ont souvent des neuroatypies et qui ont surtout décroché un peu du système scolaire classique. Donc le décrochage est vraiment au cœur moi de toutes mes actions et de tous les échanges que je peux avoir. Ouais, c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant qu'on puisse faire ce live ensemble, parce que finalement, tu as ce regard tant en tant que coach, mais aussi en tant qu'intervenante dans un système qui, quelque part, se rapproche d'une scolarité, mais pas tout à fait classique. Il y a des petits. Moi, j'ai eu cette possibilité d'enseigner dans un foyer de l'enfance, et c'est pareil. C'était des jeunes qui, quasi 80% du temps, ne mettaient plus un pied à l'école depuis des mois. Et comment on fait avec ces jeunes pour leur redonner le goût, l'envie de réapprendre et puis comment on les aide à se projeter parce que quand leur vie elle est difficile et c'est le cas souvent avec la neuroatypie, il y a ce côté comme tu dis, la confiance en soi elle a pris un sacré coup parce que j'entre pas dans les cases, je corresponds pas aux attentes, etc. Donc il y a tout ce truc-là où on se rejoint beaucoup. Donc moi, si je me présente rapidement, donc j'ai créé les Créa Coaching de Node il y a à peu près 6 ans. Et au départ, comme toi, je m'adressais pas spécifiquement aux personnes neuroatypiques ou hypersensibles. Mais de cette façon dont tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de clients, beaucoup de clientes qui sont venus et c'était tout le temps ça qui revenait. Parce que finalement, c'est aussi mon cas. Et l'énergie que j'envoie, Oui. je pense qu'elle attire des gens qui se reconnaissent dans mon fonctionnement.
Exactement, ouais. C'est effectivement, on a toujours des clients qui nous ressemblent et forcément, quand ça fonctionne bien et quand cette énergie-là, ça vient à nous aussi. Voilà. Mais et du coup maintenant, aujourd'hui, j'accompagne des neuroatypiques et hypersensibles vraiment à trouver leur place dans leur vie. Et des fois, j'ai des petits bouts de chou, ça commence vers 7, 8 ans, et puis jusqu'à l'âge de la retraite où finalement on se retrouve aussi à se dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et finalement, les questionnements, ils reviennent souvent. Je me connais, mais pas suffisamment pour aller là où je veux aller. Donc j'ai besoin de creuser encore, j'ai besoin aussi d'avoir un regard différent pour oser regarder ailleurs. Parce qu'il y a ce truc-là, en fait, quand on a un fonctionnement qui n'est pas le même que tout le monde, on a ce regard de la société qui va dans un sens et on a besoin, nous, d'aller expérimenter les petits chemins sur les côtés, mais on n'ose pas y aller tout seul parce qu'on se dit, oh là mon Dieu, personne n'y va, pourquoi moi j'irai? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire en général en séance, c'est apprivoiser la personne qu'on est, parce que on a l'impression que des fois la neuroatypie c'est une grosse bête sauvage. Euh, Pas du mais tout. Non, non, non. ça peut être un Voilà. petit chaton tout doux. Exactement, ouais. Moi, j'ai l'image aussi de leur, et c'est ce que m'a renvoyé une coachée là, avec qui on vient de terminer un accompagnement. Elle me dit, en fait, les réponses sont à nous. Tu as juste permis d'éclairer et de retrouver et de remettre de la cohérence, de la compassion aussi envers soi-même, vraiment, sur des fois l'image qui est renvoyée par la société, et le système scolaire. Ouais, parce que tu l'as évoqué quelque part dans ce qu'on a échangé, mais c'est vrai qu'on associe souvent neuroatypie et handicap. Et Mm. voilà, il y a dans la société ce truc qui dit bah, si t'es différent, c'est un handicap. Et des fois, bah, c'est juste bien d'aller se dire aussi, c'est une grande chance. Je fonctionne pas comme tout le monde et je peux profiter de ça pour créer un truc qui me ressemble. On avait envie, pour commencer, de faire un petit point sur justement ces trucs qui sont un peu confondus, un peu tous mis dans le même sac, tous ces termes qu'on entend et qui sont parfois mal utilisés. Est-ce que toi, tu as envie de commencer par nous dire comment tu définirais le décrochage scolaire? Alors, le décrochage scolaire, c'est vraiment une. Alors, c'est pas. Souvent, la première idée, c'est hop, absentéisme, il Ouais, va plus à l'école. C'est le première chose qui vient. Effectivement, ça c'est le décrochage scolaire. Mais avant, il y a déjà du décrochage scolaire qui ne se voit pas. C'est vraiment la baisse de motivation, l'implication qui n'est plus là. Et parfois, les jeunes sont présents absents. Ça, on le voit. Donc ouais. vraiment, on est sur ces éléments-là. Donc le décrochage, c'est vraiment, ils y mettent plus de sens, ils ont plus de motivation, et du coup, l'engagement est plus du tout là, même s'ils peuvent être présents physiquement. Et il y a même des fois moi je trouve, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a même des fois du décrochage où l'enfant fait quand même pour faire, mais juste pour faire, c'est tout. Et sans aucun intérêt. Euh, Moi, je vois parmi ceux que j'accompagne, ouais, ouais, comme ça, on me fiche la paix, je l'ai fait. Oui. Mais par Ouais. contre, ils ont plus du tout le sens et ils font pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire. Exactement. Il y a un professeur là de canadien là, de l'université de Montréal qui a fait les 4 profils des décrocheurs. Donc il y a effectivement la catégorie un petit peu peut mieux faire. Voilà, ceux qui arrivent le 10-12 et qui permet de passer un petit peu sous les radars, de rassurer papa maman, mais qui peuvent tellement faire mieux C'est et ça. qui sont en décrochage pour autant parce que forcément, ils n'ont pas encore trouvé leur truc. Et finalement, ils sont là, ils font juste le minimum, mais ils ne sont pas vraiment là dans tout ce qu'ils pourraient donner de mieux.
Ouais, et c'est hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais justement de tout ce qui est formation par rapport à la neuroatypie. Moi, je trouve que, enfin, j'adore me former auprès des universités québécoises. Et si ceux qui nous regardent ont envie d'aller creuser, moi, je les invite vraiment parce qu'il y a régulièrement des MOOC, c'est des petits modules qu'on peut faire où on découvre des choses. Et en tant que parent, on peut pas accompagner son enfant parce que l'émotionnel fait que c'est chaud. Par Là, contre, ça fausse tout, c'est voilà. ça. Ah ouais, moi je le vois. Je peux pas. C'est voilà. Et en tant que parent, non, je peux pas accompagner mes enfants sur certaines choses qui moi me heurtent tellement. Et notamment avec mon passif d'enseignante, moi le décrochage scolaire, comment veux-tu, chez ma fille, par exemple, que j'accompagne ça. C'est très compliqué parce que moi j'ai ce côté prof qui me colle à la peau et t'as l'exigence de maman qui dit mais non, vas-y, fais de ton mieux. Puis en fait, tu sais très bien qu'au fond, ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est tu peux être toi et tu peux prendre tes décisions, tu peux faire tes choix. Et là, ça vient biaiser le rapport émotionnel. Donc, mais par contre, je trouve que c'est indispensable d'aller se renseigner. Oui, Euh, voilà, parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux en tant que parent, c'est aller se renseigner, aller attraper les bases de compréhension. Voilà, parce que comme ça, on peut identifier aussi si c'est juste. Parce que tu disais, il y a ce côté où, bon, ils en ont un peu. Et ça, dans l'adolescence, il y a quand même ce côté où ils en ont peur à le de tout, il n'y a rien d'intéressant, encore moins si c'est papa maman qui propose, les adultes ils sont tous nuls. Euh, ouais, la période du collège, voilà, des fois ça peut durer avant, après, selon les profils, mais au collège, on a un peu ce côté-là, avec aussi des apprentissages qui font pas toujours sens avec une réalité. Il y a beaucoup dans les jeunes, et encore plus les neuroatypiques, est-ce que ça fait sens, à quoi ça va me servir? Donc revenir un peu sur ces sujets-là. Pour reparler sur le rôle de parent, et effectivement, l'émotionnel, de se dire que parfois, il faut passer la main même si on a ça peut être intéressant de faire accompagner par quelqu'un d'autre. Moi, je dis souvent aux parents, parfois, je vais peut-être dire la même phrase que vous, mais ouais. venant de quelqu'un qui n'a pas cet émotionnel, le côté c'est fantastique ce que tu fais, c'est pas le cœur de maman qui parle à ce moment-là, c'est quelqu'un d'adulte, de neutre, qui ne le connaît pas et qui du coup va raisonner avec plus de force. Et donc parfois ça fonctionne mieux. Mais je le vivrai avec mes enfants quand ça ne fonctionnera pas, c'est ce que je leur rappelle aussi. Et donc on est tous égaux face à nos relations enfants. C'est ça, c'est ce qui est dingue parce que t'as beau être hyper armé, etc. Il y a toujours une limite. Et ça, voilà, c'est le truc dont il faut prendre conscience aussi. Euh, il y avait aussi cette petite notion sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est l'épuisement scolaire. Parce que on considère beaucoup l'épuisement professionnel pour les adultes et on ne se rend pas compte, et moi ça je le retrouve essentiellement chez les profils HPI, qui veulent toujours faire, parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur de t'es HPI, tu dois faire du mieux possible et tu dois avoir le meilleur résultat possible parce que sinon ton diagnostic il est remis en question. Moi, c'est typiquement mon profil d'enfant, je l'ai compris à plus de 30 ans. Mon profil enfant, c'était tu dois toujours donner le meilleur, aller jusqu'au bout des choses, rendre un truc parfait. Il ne doit pas y avoir une faute d'orthographe, il ne doit pas y avoir une faute de syntaxe. C'est inacceptable. Et je ne savais pas que j'étais au potentiel. Mais par contre, je l'ai vécu pleinement parce que je savais intérieurement que j'avais la capacité de faire et c'est ce qui m'était renvoyé. Tu as les capacités de faire parfaitement, donc fais parfaitement. Et c'est une espèce de pression continue qui peut aussi mener au décrochage. Je sais pas si toi, tu as des exemples de profils qui deviennent comme ça. Ou, Oui, alors il va y avoir les profils, effectivement, comme tu le dis, le HPI qui va se sentir encore plus redevable de réussir, avec parfois des petites phrases qu'on a tous un peu entendues de mais t'es HPI, tu devrais savoir faire. Moi, je la trouve très très violente en tout ouais, cas à recevoir. Et puis quand je suis dans une difficulté, ben, c'est comme tout le monde. Voilà, le haut fonctionnement n'empêche pas d'avoir une incompréhension ou quoi que ce
ce soit. Sur les profils avec déficit d'attention, parfois c'est des profils qui vont travailler très longtemps Ouais. avec en durée. Et donc, moi, j'ai des jeunes filles qui me disent, alors souvent des jeunes filles, mais qui me disent qu'elles travaillent 4, 5 heures. Alors, peut-être pas de la manière efficace, et c'est pour ça qu'on revient remettre un peu de sens et sur ça, mais qui travaillent pour travailler parce qu'en fait, ils savent pas faire autre chose et on valorise plutôt le temps de travail. Et donc, ils ont du mal, donc ils continuent à travailler même si ça porte pas ses fruits. Et au bout d'un moment, ça peut craquer. Et là, là, c'est tout qui lâche. C'est dommage parce que il y avait quand même une volonté, une motivation, une force de travail qui pouvait du coup être mieux utilisée dans le temps. Donc effectivement, ouais, ça, le temps de travail. Et puis je sais pas quand m'arrêter. Moi, j'ai des jeunes des fois qui me disent, ben en fait, je continue à travailler parce que je sais pas quand m'arrêter. Et donc on revient travailler un peu ces profils-là de finalement le temps. Et moi, c'est vraiment un élément qui est important pour moi et que je transmets souvent. La gestion du temps est un peu un élément qui fait un peu fil rouge sur tous les profils neuroatypiques, mais pas que, de revenir sur sa gestion du temps et sa façon d'appréhender ce temps scolaire pour que leur temps perso, et Dieu sait qu'on sait que les nouvelles générations, leur temps perso est très cher et très précieux. Donc, revenir leur donner quelques clés par rapport à ça. Ouais, et c'est ça, c'est que en fait là sur ces profils avec trouble de l'attention, on va avoir ce truc de je travaille. C'est plus difficile que pour une personne qui n'a pas de Oui, trouble de l'attention. On se disperse plus, donc il y a un manque d'efficacité qui mène à je travaille des heures et des heures et le résultat est pas là. Donc forcément le découragement il arrive. Et moi je le vois aussi dans les profils 10, c'est qu'il y a certains domaines où ils vont être hyper performants, certains domaines où l'épuisement se crée assez facilement, notamment tout ce qui est dyslexie, ça va être dès qu'il va falloir écrire, dès qu'il va falloir passer du... En fait, c'est un peu ce truc de lire, écrire qui va être compliqué. Parce que c'est comme si on nous sortait le mot du livre qu'il arrive dans la tête, qui se mélange et qu'on n'est pas capable de le retranscrire tel qu'il est. À chaque fois, il faut faire l'effort de le remettre à l'endroit, de bien vérifier, etc. Et ça, c'est un truc, ça demande, mais enfant comme adulte, une force énorme. Et bien évidemment que si ça fait pas sens, bah, la motivation, elle est perdue. Et du oui, coup, l'envie, il y a l'envie de bien faire, mais ça suffit pas. Au bout d'un moment, ça fatigue énormément et c'est fichu. oui, mais effectivement, quel que soit, même ceux qui ont baissé les bras, qui travaillent plus, ils ont toujours envie d'avoir des bonnes notes, hein. Ça vraiment, cette envie-là et cette motivation-là quand même sur des profils de décrocheurs, ils ont toujours l'envie d'avoir des bonnes notes, hein. Ils veulent toujours avoir des résultats. Moi, je leur fais faire en début de coaching, quand je fais des ateliers collectifs sur cette thématique-là, un peu les domaines de vie et comment ils veulent se positionner. Et les résultats, ils ont envie d'avoir des résultats pour eux, pour enrichir leur famille. Mais quand on a eu des échecs, de la difficulté, on baisse les bras. Et il y a aussi le syndrome de je fais parfaitement, je veux plus avoir d'erreur en fait. Je suis un peu allergique à l'erreur et donc j'ose même plus essayer à tâtons Ouais. ou avancer par petits pas. Oui, et c'est difficile parce que quand on voit d'autres à côté qui n'ont pas les mêmes difficultés, on se dit que ce qui nous pose problème, c'est très facile. Et c'est ça, c'est que dans certains domaines, on va pas se rendre compte qu'on a des facilités parce que avoir des facilités, c'est même pas un sujet en fait. Alors que quand on a une difficulté, ça devient un truc énorme. Et comment tu rééquilibres ça et comment tu reprends confiance, etc. Et voilà, moi je voulais aussi refaire un petit point avec toi, si ça te dit, sur ces différents profils. Depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment expliqué, on parle. Donc je pense que les gens ont compris un petit peu en quoi ça pouvait les concerner ou pas. Quand on parle de haut potentiel, c'est un profil qui passe chez le neuropsy, qui fait des tests, on obtient des résultats, etc. C'est pas tiens, j'ai des facilités.
Et donc je suis HPI. C'est un truc, voilà, il y a un test officiel qui existe et un diagnostic qui est posé. C'est pas tout rose, c'est pas tout beau. Il y a des points sur lesquels on va avoir des facilités, puis il y a des points où ça va être très difficile. Moi particulièrement, ce qui m'a posé problème, et je me rendais pas compte avant, c'est l'utilisation des mots. Pour moi, si le mot il est utilisé dans une phrase, ça doit pas être du à peu près. Mm. Parce que sinon, mon cerveau, il vrille. Et c'est qu'est-ce que ça fait, ce truc-là? Typiquement, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, c'est quand j'ai goûté à ça. En parlant d'un truc, par exemple, quand j'ai goûté aux jeux vidéo, je peux plus m'arrêter. D'où on peut goûter un jeu vidéo. Et- Et en fait, mon cerveau s'arrête à ce truc et ça va être des petites choses comme ça qui font que dans une consigne, si le mot il n'est pas utilisé ouais. de façon appropriée, mon cerveau ne veut pas de la consigne. Mm. De... Et oui, ça c'est exactement là. Moi, je l'ai eu. Alors, je l'ai eu il y a quelques semaines. C'était alors, je sais plus comment était la consigne d'un exercice. Et j'ai un jeune, il me dit, bah, c'était donc calculer la mesure d'un angle puisque je suis en cours de maths. Et il me dit, bah, c'est facile, je prends mon rapporteur et je regarde. Et je lui dis, non, mais là, je te demande de venir par le raisonnement. Il me dit, Voilà, bah, il n'y avait pas écrit, il y a pas écrit, il y a pas écrit calculer. Donc moi, du coup, bah, je prends ma solution qui est la plus simple, effectivement, et je vais sur le calcul de la mesure. Donc les mots sont importants sur certains profils, les profils au potentiel et d'autres profils où certaines façons de fonctionner se retrouvent aussi dans d'autres Nathalie profils. Holstein qui travaille sur tout ça, elle partageait que quand elle était en école primaire ou maternelle, la consigne c'était colorier la moitié des canards. Elle avait colorié la moitié, mais elle s'était demandé comment on pouvait colorier la moitié d'un canard. Et en fait, l'institut s'est moqué parce qu'en fait, elle avait colorié la moitié de chaque canard et pas la moitié du groupe. Bon point. Et oui. Et en fait, c'est hyper important de retravailler avec ces profils-là sur la compréhension d'une consigne. Parce que finalement, ça va être tout un travail de dire les mots, bah, il va falloir interpréter, mais de façon plus générale. Et ça, c'est pas évident. C'est un truc, c'est un point, voilà. Et on peut se dire, bah, tiens, allez, facilité, le haut potentiel connaît tout sur tout. Ben non. Et, Il y a des fois, il y et, a des bugs. Il y a des bugs, ouais, non, bien sûr. Puis sur les profils, selon certains profils, les profils hétérogènes, enfin chaque personne est unique et donc le profil et ce qui va fonctionner avec quelqu'un, les difficultés de quelqu'un avec le même profil seront pas les mêmes. C'est Donc ça. effectivement, ça résonne et c'est aussi intéressant de leur donner les clés pour faciliter ça et puis de sensibiliser aussi toute la communauté éducative, parents à être vigilants à ça parce qu'effectivement, parfois, dans leurs difficultés, c'est pas tant la compétence, mais c'est, ah, mais c'est ça qu'on me demande. Moi, je l'ai souvent. Ah, mais Oui. c'est ça qu'on me demande. Ah, mais Mais c'est c'est trop simple. simple. Et oui, En plus, le truc, bah, en fait, c'est trop simple. Pourquoi on demande ça? exactement. Et tu vas chercher un truc beaucoup plus compliqué parce que c'est pas possible. C'est tellement simple, on peut pas te demander ce truc. Euh, Voilà. Céline nous dit, c'est exactement ce que j'aurais fait, colorier la moitié des canards. Ben C'est ouais, comment? je pense que tu vois, il y a plein de profils qui auraient fait exactement ça. Mais C'est bon. sûr. Ouais. Et il y en a quelqu'un d'autre qui nous dit aussi, j'aurais fait pareil pour les canards. Bah ouais, mais quand on le partage entre profils neuroatypiques, on se dit, bah ouais, en fait, c'est tout à fait normal, cette Oui, consigne. et puis on le voit venir. Hein. On dit, ah oui, bon, là, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui est trouble 10, il y a plusieurs troubles qui sont cachés derrière cette appellation-là. Mm. Euh, Donc, il va y avoir de la dyslexie, il va y avoir de la dyscalculie qui touche les chiffres, la dyslexie touche les lettres. Et puis derrière, on va avoir aussi de la dyspraxie, donc ça va être au niveau de l'orientation dans l'espace, etc. Dysorthographie, donc on entend bien le mot orthographe, c'est bien ce qui va poser euh, problème. Et puis voilà. Moi, ce que je remarque derrière ces profils-là, c'est un besoin de dissocier les différentes données. C'est-à-dire que des fois, on donne une consigne, colorier la moitié des canards en bleu et l'autre moitié en rouge et les entourer, et là, c'est pas possible. Mm. Ah oui. Alors, voilà. Et moi, c'est ce que je remarque voilà, chez quasi
dans la majorité des troubles 10, quels qu'ils soient, c'est cette nécessité de découper. Éviter la double consigne, les consignes qui s'enchaînent. Il vaut mieux faire une consigne, une seule, voilà, vraiment tout découper pour que ça puisse être plus simple et le séquençage, en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est pas, comme tu disais, c'est pas la compétence, c'est la consigne en elle-même. S'il y a trop de choses, alors le truc, c'est qu'on a pour habitude de dire un enfant de 2-3 ans peut répondre à 2 consignes successives. Pas tout, pas tout le monde. Et c'est ça, et c'est de se dire c'est une habitude à avoir. Quand on va avoir un profil neuroatypique à la maison, c'est pas la peine de dire bon bah tu finis tes devoirs, tu ranges tes affaires et après tu te prépares pour la douche. C'est foutu. Non, voilà, mais le séquençage, ça marche. Enfin, en gestion de projet, si on part sur le monde adulte, on aime bien tout séquencer et vraiment que les consignes soient plus claires. Ça facilite quand même la communication dans le groupe et la compréhension de tous. C'est enlever tous les implicites, en fait, Ouais. vraiment, et dans l'éducation et dans l'enseignement, on a beaucoup d'implicites. Pour nous, ça paraît évident que si je te demande ça, ensuite ça va être ça. Ben, parfois, il vaut mieux l'écrire. Ça n'enlève pas la compétence, ça n'enlève pas le raisonnement et la maîtrise de l'enseignement, mais ça simplifie les choses pour tout le monde. Et puis, ça permet à chacun de pouvoir justement montrer son talent et ses apprentissages. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais trouble de l'attention. Donc, c'est tout ce Oui, qu'on met sous le TDA-H parce qu'il y a parfois l'hyperactivité et des fois non. On n'est pas obligé, quand on a un trouble de l'attention, d'être hyperactif. Avant, c'était un lot. On te collait, allez hop, l'étiquette directe. Et puis, il y a quelques années, ça a été remis au goût du jour parce que bah, de toute façon, tout évolue tout le temps. Euh, Moi, ce que je remarque au niveau des troubles de l'attention, c'est justement, tout à l'heure, tu parlais de la gestion du temps. Et moi, j'aime bien dire, il faut apprendre à perdre du temps pour en gagner. Et moi, j'aime bien leur dire, tu fais 10 minutes, tu vas prendre l'air, tu vas lire 2 pages d'un bouquin, tu vas regarder une série, un petit dessin animé qui dure 5 minutes, un truc. Et tu reviens après et tu retravailles. Et en fait, c'est ça, moi j'aime bien leur dire, des fois, on a besoin juste pour que le cerveau soit capable de revenir, de lui créer une bulle d'air. Une bulle d'air, ça ne veut pas dire je vais faire une respiration carrée, ça peut être ça, mais pas forcément parce qu'ils ont aussi besoin, quand même, voilà, les enfants, les ados, de connecter un truc qui leur parle. Euh, Typiquement, mon fils, il va aller faire un jeu de maths sur son téléphone. Bah ouais, mais en fait, c'est pas mal ou c'est pas. Voilà, il y a un écran, mais lui, comme il adore, petit, il disait si je devais me. On jouait à si j'étais un objet, je serais. Et lui, c'était la calculatrice en fait. C'est son truc, tu vois. Parce que pour lui, c'est une évidence et c'est une facilité. Et finalement, lui, ça le détend. Il y a d'autres enfants, on va leur dire, bah, va faire même Duolingo, des trucs comme ça. Ils aiment bien, mais ça les détend pas. Donc, faut, voilà, trouver le petit truc. Oui, en coaching, effectivement. Moi, souvent, je leur dis, je suis la coach qui vous demande de faire des pauses et mais ça change tout. Et le but, c'est d'aller trouver la pause qui lui correspond, la pause qui le fait pas happer et rester 1 heure à scroller sur les réseaux sociaux. Donc Ouais. voilà. Mais des fois, aller boire un verre, changer de pièce, sortir la poubelle, ranger, vraiment des choses vraiment très simples qui permettent de, ok, je fais autre chose et puis je reviens et bah, j'ai récupéré un peu de capacité attentionnelle et je suis capable de continuer avec vraiment toute la capacité pour refaire 10 minutes. Sur les profils TDA et TDAH, moi j'ai le côté un peu féministe parce que les filles passent souvent sous les radars. Parce que Ouais. les filles, le profil à dominante attentionnelle, en fait, sans l'hyperactivité, ben, il a encore du mal à être connu, reconnu. Et c'est Hmm. souvent des profils, alors en tout cas chez les filles qui sont, voilà, elle est sage, elle est dans la lune, des choses de ce type-là. Ben non, elles peuvent être rêveuses, c'est sûr, ça fait des qualités, c'est des belles qualités des profils TDA, mais pour autant, ils ont besoin d'aide aussi, ils ont besoin aussi qu'on les oublie pas.
Ouais, Donc c'est un peu ce profil-là qui me touche encore plus. ouais, mais carrément. Certainement, voilà, de se dire, ben, effectivement, ils font pas de bruit, ils perturbent pas les classes ou quoi que ce soit, mais par contre, ils passent à côté de plein de choses qui se disent en classe, qui vont avoir du mal à rattraper derrière parce que la capacité attentionnelle n'est pas disponible non plus, la fatigabilité. Et donc, voir comment ils peuvent revenir à eux. Donc, moi, je sais, mais je sais que ça va te parler certainement. Euh, Moi, on délimite une partie de la feuille pour du dessin. Ils font du dessin un peu automatique, tout ce qui est Zentangle. Ils ont des petits objets qui touchent de manière à les faire revenir ici et Ouais. maintenant et de pas partir dans leur imaginaire, leurs rêves et d'être ailleurs. Donc, voilà. Donc, effectivement, Ouais, avancer pour et aider. il faut pas oublier que là, on a cité quelques profils, il y en a Mm. d'autres, mais ils peuvent se cumuler. Alors, en anglais, on dit double gift, c'est un double cadeau. En France, on a tendance à dire c'est une double tare. C'est même très difficilement observé. Les professionnels maintenant qui sont formés aux différentes neuroatypies commencent à mieux détecter les profils qui ne sont pas uniquement TDAH. Parce que enfin, moi, je le vois souvent, tu as quand même un trouble 10 associé au trouble de l'attention, des fois. C'est quand même Mm. souvent. Tu as quand même bien souvent un HPI associé au trouble 10. Et des fois, tu as un bundle, tout est là. Mm. Voilà. Et pareil pour l'autisme, tu peux avoir l'autisme avec le haut potentiel, tu peux avoir l'autisme avec les troubles de l'attention. Et dans ces cas-là, les prises en charge, ça va demander beaucoup d'écoute, d'observation, et c'est pas évident. Oui, parce que le trouble. Alors, je crois que la comorbidité dans le milieu médical, ils appellent ça comorbidité, le fait d'avoir deux troubles présents. Par exemple, sur l'autisme et le TDAH, elle est très forte. Je crois qu'elle est de l'ordre de quasiment 40 à 50%. J'ai plus le chiffre exact en tête. Mais effectivement, quand il y a le HPI et un autre trouble du neurodéveloppement, puisque le HPI n'est pas un trouble et n'est pas fait pas partie des C'est ça. TND, ben, les forces et les fonctionnements, le haut fonctionnement va venir parfois compenser et donc le trouble ne sera pas dans sa pleine forme et donc ça va rendre difficile les diagnostics, mais aussi rendre parfois difficile les accompagnements parce que certaines choses sont affinées avec plus de justesse pour vraiment aller sur le profil de la personne parce qu'effectivement, avec le haut potentiel, il pourra compenser peut-être des difficultés attentionnelles, mais à certains moments, ça bloque et c'est là où le décrochage s'invite aussi dans ces profils-là. Des fois, ça bloque au collège, au lycée, ou des fois en études supérieures, et des fois pas. Mais en tout cas, parfois, ça pose dans certains contextes. C'est un peu le principe du handicap. En fait, on est handicapé dans un certain contexte. Moi, ce que je dis souvent à mes profils, alors souvent dyslexiques, c'est l'exemple, je leur dis que, en fait, aujourd'hui, à l'école, ils sont en difficulté parce que beaucoup, on passe par l'écrit, mais qu'à l'époque des hommes préhistoriques, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de différence, et donc c'est souvent le contexte, et que demain, en tout cas pour se projeter quand on est sur l'orientation, ils vont plutôt choisir un milieu professionnel dans lequel les adaptations et le fonctionnement leur permettent d'être plus à leur place et moins en difficulté. Ouais, c'est Donc, ça, et c'est hyper intéressant parce que moi, je le vois, il y a de plus en plus de témoignages d'adultes qui découvrent tardivement leur profil. Et quand on voit, bien souvent, c'est même des profils double, triple, etc. Mais petit à petit, on découvre. Le fait de découvrir jeune maintenant, d'avoir des diagnostics qui sont posés, d'avoir des tests qui sont faits, c'est une chance. Et ça, moi, j'aime bien leur rappeler parce que finalement, ils vont pouvoir. Alors oui, c'est désagréable de se sentir différent. Mais en attendant, on a une lecture déjà plus tôt de leur fonctionnement et on a des pistes à explorer beaucoup plus tôt que quelqu'un qui découvre à 40 ans qu'il a un profil neuroatypique. Donc, il faut vraiment se servir de ces tests qu'on va aller faire si on en a besoin parce que ça nous pose problème. Encore une fois, on ne va pas aller se faire diagnostiquer ou tester si ça ne nous pose pas de problème. Donc, on a cette impression que tous ceux qui se
revendiquent sous tel ou tel titre ont des problèmes. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'y va que si ça nous pose problème. Donc, bien entendu, c'est associé comme ça. Mais ça permet de savoir qu'on ne va pas s'orienter dans du secrétariat si on a un trouble 10 qui nous demande un effort phénoménal dans le passage à l'écrit. Quoique maintenant, avec toutes les IA, etc., on pourrait se débrouiller. Après, voilà, il y a des aménagements, des compensations qu'ils peuvent faire si vraiment le centre d'intérêt est là, de trouver des solutions. Et j'aime bien aussi ce que tu partages là, de se dire que ben voilà, le diagnostic, on n'a pas besoin, on le fait quand on rencontre une difficulté, soit dans ce qu'on fait, soit une difficulté intérieure de vraiment je me sens pas à ma place et je sens qu'il y a quelque chose et j'ai besoin d'avoir une grille de lecture qui me permette de mieux le comprendre. Et ça, par les témoignages d'adultes ou de jeunes, ou en tout cas d'adultes qui ont été diagnostiqués jeunes, je trouve que c'est très très riche. Moi, j'aime bien le témoignage de Michel Simès parce que déjà, il donne quand même de se dire c'est la médecine, il a fait médecine et donc avec un profil neuroatypique, même des études engageantes, difficiles semblent possibles. Et lui, il l'a découvert à 60 ans. Et je sais pas si t'as vu l'extrait ou quand il le partage. Ouais, ouais, j'ai écouté, j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est quelqu'un qui écrivait un livre sur le TDAH qui lui a dit est-ce que tu veux faire ma préface? Il a dit mais pourquoi tu me le demandes à moi? Ça, voilà, il a dit mais comment ça tu ne le sais pas? Pour lui c'était une telle évidence. Alors ça c'est sûr, quand on a un regard professionnel ou quand on en accompagne beaucoup, même si moi je pose pas de diagnostic, il y a des choses que l'on repère et qu'on peut voir et qui peuvent nous alerter ou en tout cas nous dire qu'il y a peut-être quelque chose différent sur ces profils, sur certains profils ou certaines façons de fonctionner. Et donc voilà, donc du coup il a découvert tardivement, mais ça veut dire qu'effectivement il avait réussi en tout cas à compenser, à avancer et voilà, ne pas avoir de Et difficultés. ça lui avait pas posé problème jusqu'alors, ou alors ça lui avait posé problème et il avait trouvé des solutions pour s'adapter. Et finalement, c'est tellement plus facile aussi quand on a un entourage neuroatypique avec des personnes qui, en fait, il y a plein de trucs. Moi, je me rends compte que c'est naturel au sein de notre famille. Ça l'est absolument pas à l'extérieur. Nous, on est dans un mon petit cocon, tu vois. On est vraiment dans une organisation à l'extrême. Tu vois, quand on va partir en vacances, etc. Mais parce que moi, j'ai cette hypersensibilité qui fait que je déteste les surprises déjà. J'ai besoin de contrôler un minimum pour émotionnellement pouvoir être stable. Et mon mari, il a un trouble de l'attention avec hyperactivité. Autant te dire que si on prévoit rien, on tourne rond toute la journée, on fait des tas de trucs, rien de ce qu'on avait prévu, on finit, on n'est même pas content de ce qu'on a fait. C'est merveilleux. Et voilà, et tu te dis, mais en fait, nous, on a trouvé notre fonctionnement. Et les gens de l'extérieur nous disent, mais vous êtes beaucoup trop organisés, vous laissez absolument rien passer. Si, nous, on sait qu'on a des créneaux, tu vois, où on se fout la paix. Mais par contre, la majeure partie du truc, oui, de l'extérieur, on passe pour des hyper contrôlants qui sont complètement barjots et qui laissent rien au hasard. Et prévoir l'imprévu, moi je le dis souvent dans la gestion du temps et l'organisation, prévoir l'imprévu, comme ça au moins ça permet des fois dans certains cas de pouvoir souffler. C'est ça. Mais ouais, dans des accompagnements, enfin quand on est effectivement avec d'autres personnes neuroatypiques, il y a ce côté un peu bienveillant de finalement, moi je me sens normal et donc pas normal, ou en tout cas des fois j'ai un regard qui est porté sur moi un peu jugeant, donc je vais pas l'avoir sur quelqu'un d'autre et donc ça permet à chacun d'enlever un peu le masking, tu en avais parlé, la suradaptation, le fait voilà, je vais un peu moins me suradapter parce que finalement, si je suis comme je suis, ben, je suis un peu moins jugée et ce cadre bienveillant est quand même hyper agréable. Et c'est aussi un truc qu'on peut avoir à la maison. Ce truc l'enfant il revient, l'ado il revient, et justement il sait qu'il est en sécurité chez lui, il peut tomber le masque. Toute la journée, il a été obligé de se suradapter pour rentrer dans ce cadre des attentes. Il a fait cet effort et souvent le soir,
mais c'est très compliqué à la maison parce que, bah oui, tout le monde revient à la maison en tombant de masque, justement, les parents aussi. On se comporte pas avec nos collègues comme avec notre famille. Et là, ça peut vite devenir explosif. Mm. Oui, Mais il y a ces crises-là, enfin ces crises-là. Moi, j'aime pas trop parler de crise parce que c'est toujours un peu négatif, mais en tout cas, les débordements émotionnels et voilà, la gestion des pauses, la fatigabilité, c'est vraiment pour moi entre la fatigabilité et la gestion du temps, c'est vraiment ce qui peut changer, en tout cas le quotidien et le bien-être de soi et soit avec les autres. il y a un petit partage qui nous dit, j'ai le sentiment d'avoir un cerveau lent et pourtant, ça tricote sans arrêt là-haut. J'aimerais savoir où j'en suis. Ça, c'est un truc hyper intéressant à aller creuser parce que c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Lent par rapport à qui, lent par rapport à quoi. Et des fois, il y a tellement d'occupations et de passage du coq à l'âne que c'est compliqué d'avoir l'impression d'être efficace. Donc on a l'impression que c'est très difficile de travailler sur un truc, mais tout simplement parce que c'est un peu l'ordinateur. On va aller faire une recherche, on va passer d'un mot en surbrillance à l'autre mot en surbrillance et on ne sait plus ce qu'on cherchait à la fin, donc on a l'impression d'avoir passé du temps à rien faire. Euh, et c'est typiquement ça, c'est comment je reviens et comment je suis efficace. Et t'en parlais tout à l'heure, ça passe beaucoup par des petits tips d'organisation, etc. On avait envie d'en partager des petits tips justement, alors que ce soit du côté de l'école, du côté des parents ou du côté du jeune. On peut commencer peut-être déjà par des petites choses qui peuvent être possibles de faire à l'école, si ça te dit. Ouais, bien sûr, ouais. Bah déjà tout à l'heure, moi j'en parlais, hein, il y a les consignes simples, directes, pas 40 consignes à la suite. Sinon, c'est sûr que voilà, il va y avoir des incompréhensions, il va y avoir des choses qui sont pas faites. Moi, à l'heure actuelle, j'interviens dans des centres de formation et ça, j'y suis très très attentive. Je reconnais un profil 10 en 3 secondes et demie. J'ai posé une question dedans, il y a deux demandes, j'ai pas la deuxième. C'est Et à la fin de la copie, je trouve, hein, je précise que j'ai un profil. Oui, bah, c'est bon, j'avais compris. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est voilà. Et en fait, il y a aussi au niveau scolaire la possibilité de demander un tiers-temps quand on a été détecté sous un profil ou sous un autre et que ça pose des difficultés. Faut pas hésiter à aller demander aux professionnels justement de remplir un petit dossier parce que c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur au début. On se dit dossier MDPH, comment je vais remplir tout ce machin. Il y a des soutiens, il y a des aides, il y a des voilà, les médecins remplissent leur part. On peut être aidé et guidé aussi pour remplir l'autre partie, mais c'est essentiel de pas se dire oh ben non j'ai la flemme, je le fais pas pour mon enfant parce que oh il va se débrouiller avec ça. Alors, les ajustements ou en tout cas les accompagnements qui sont proposés, elles sont vraiment là pour l'aider. Le mieux, c'est quand même d'essayer de voir avec lui qu'est-ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Moi, je vois des fois des tiers-temps et c'est pas un problème de gestion de temps. Et en Mm. fait, le tiers-temps, il le passe à regarder en l'air parce que il a pas la conscience de comment je me remets en attention, comment je reste motivée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment se dire, je lui donne les clés pour qu'il utilise au mieux les aménagements et je choisis des aménagements qui correspondent vraiment à son profil. Mais effectivement, après, il y a diminuer l'écrit aussi, Oui. la tâche écrite, parce que quand ils sont en double tâche, quand ils écrivent et qui qu'on explique, ben forcément cette double tâche elle est compliquée pour tout le monde et encore plus quand l'écriture sur quelqu'un qui est dyspraxique demande plus de concentration, plus d'éléments. Ouais, et enfin moi j'aimais bien quand j'enseignais en école primaire ajouter des petits pictogrammes. C'est-à-dire que parfois, bah, en plus moi j'avais souvent CE1, CE2, CM1. CE1, il y a des enfants qui sont moyennement lecteurs. Alors quand on a les troubles 10, c'est le moment où c'est encore compliqué. On n'a pas eu de rendez-vous, c'est pas posé, on sait pas.
Donc, tu te dis, bah, ok, comment je peux faciliter la tâche de l'enfant? Bah, simplement, si c'est demandé écrit, bah, on met un petit stylo. Si c'est demandé découpe, on met les petits ciseaux. Et en fait, ça leur permet, eux, voilà, on voit le pictogramme, je sais ce qu'on va me demander, donc je suis pas totalement perdue. Je prends confiance. Je sais que je vais devoir utiliser mes ciseaux. Des fois, pour les dyspraxiques, c'est la torture. Peut-être qu'on peut aussi venir et leur dire, bah, écoute, moi, je découpe ça, toi, tu découpes ça. C'est pas forcément évident, mais dans les classes d'école primaire, moi, c'était quelque chose qui m'amusait aussi de leur préparer des fois un petit peu de matériel en avance. Je leur laissais une petite tâche, un petit bout de la tâche, parce que sinon, il y a ce côté, ouais, moi, je suis pas comme les autres, qui vient râler. Mais c'est des possibilités qu'on a. Préparer du matériel en amont, comme tu disais aussi, minimiser l'écrit, c'est-à-dire qu'on peut leur préparer des textes à trous. De toute façon, notre leçon, quand on est enseignant, on la prépare. Donc voilà, et des fois, on écrit au fur et à mesure de ce que les enfants nous disent. Donc soit on écrit au tableau, soit maintenant on écrit avec des tableaux avec le projecteur. Donc comme on écrit sur l'ordinateur, rien n'empêche de l'imprimer à la suite. Pour les enfants pour qui ça va être très difficile. Donc ils peuvent écrire les 2 premières lignes pour se faire plaisir et puis on leur imprime la suite. Oui, moi là c'est ce que je leur demande. Alors je leur demande quand même d'avoir un peu d'écrit parce que il y a quand même un examen écrit à la fin et que ben, passer par la main quand même permet d'ancrer une mémoire différente, hein. Ouais. Donc c'est quand on est, alors moi je parle des maths, hein, mais c'est cet exemple-là de se dire ben ok, la démonstration c'est quoi les 3 phrases incontournables, le schéma, ce qu'il y a attendu. Et puis après, de l'écrire au moins une fois pour ensuite pouvoir après le reprendre ou le reprendre de manière numérique, mais que ça soit au moins écrit une première fois pour que vraiment ils puissent avoir une trace écrite et se souvenir au moins de j'ai fait mes 3 points Mm. et voilà, en créer une mémoire un peu kinesthésique, un peu visuelle, voire auditive quand je le répète 3 fois, mais voilà, repasser dans dans tous ces C'est hyper schémas-là. important ce que tu dis là parce que c'est aussi ben, en tant qu'enseignant prendre en compte que tous les enfants n'ont pas la même façon de mémoriser. Et ça, je sais que c'est encore très compliqué au niveau du corps enseignant. Beaucoup ont l'impression que si c'est pas écrit, l'enfant ne s'en souviendra pas. Si l'écrit pour lui a été une torture et qu'il a passé plus de temps à savoir comment former sa lettre que comprendre ce qu'il a écrit, ben, en fait, on passe à côté du message. Par contre, le geste, comme tu disais, il a besoin d'être là. Parce que de toute façon, dans toute notre vie, on nous demande de passer aussi par le geste de l'écrit. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de oh ben non, je suis pas capable, je ne vais pas le faire. Mm. Et voilà, comment j'équilibre ça. Ouais. Mais il faut parfois du schéma, il faut parfois entendre. Et chacun fait son. Et moi, je sais qu'il y a des enfants qui ont besoin aussi de parler en faisant le tour de la pièce pour apprendre une leçon, et c'est ok comme ça. C'est pas grave. Euh, et voilà, on peut pas toujours en cours le faire, mais on peut leur dire qu'à la maison ils peuvent le faire. Et ça, c'est encourager aussi à exprimer ses besoins. Mm. C'est-à-dire que quand un enfant nous dit bah oui, mais moi ma leçon pour l'apprendre, j'ai besoin d'être la tête en bas sur le canapé. Bah, c'est son besoin. Après, tant qu'il casse pas les meubles et qu'il se fait pas mal, si son besoin c'est d'être les pieds en l'air, la tête en bas, pourquoi pas? Mm. C'est à Si tester ça si c'est lui, ouais, efficace. voilà, si ça lui fait plaisir et que ça le remet en joie et que ça permet de mettre un peu de peps sur l'apprentissage, pourquoi pas, quitte à mettre du challenge de tu tiens sur un pied pour ceux qui ont ce côté-là qui est important. Euh, En tout cas, voir un peu l'apprentissage comme un jeu et parfois dans le décrochage scolaire, c'est fini, ça, ce truc-là. Ouais. C'est difficile une fois qu'on est arrivé au bout de revenir et de dire, tiens, on va jouer parce que nos ados sont pas neutres. C'est pas parce qu'on met une règle que du coup ils voient pas tout ça. Là, je leur ai dit, bon, on va faire du pixel art avec des maths. Il me dit, mais c'est pas du pixel art. Eh ben non, c'est du pixel art avec les maths. C'est pas que du pixel art. Mais en tout cas, voilà, essayer de prendre ça comme un jeu et de rentrer avec cette énergie du jeu de j'ai envie. Et puis quand on rentre avec l'énergie du jeu,
Ben, j'ai le droit de me tromper, c'est game over, j'ai 3 vies et c'est pas grave, je redémarre la partie. Et quand on est avec cette énergie-là, on n'est pas dans l'énergie de je fais un devoir et je veux 20 sur 20 et si je me plante, je vais me faire taper sur les doigts ou en tout cas, je serai mal vue ou mal perçue. Ouais, Mm. et ça c'est hyper important parce que on valorise le progrès, on Mm. valorise pas la performance. Et pour certains, mais ne serait-ce que, tu vois, moi j'avais vraiment du mal avec ce truc du -20 en dictée. À un Mm. moment donné, quand t'as déjà zéro, t'es déjà pas hyper heureux. Quand t'as -20, tu te dis ça va être quoi l'effort que je vais devoir fournir. Même Mm. si je fais 2 fois mieux, ça, Oui. ça ira jamais. Enfin, Mm. donc c'est décourageant et on décroche. Alors que si on passe par une autre technique, moi j'avais trouvé ce truc-là, c'est de dire, je te donne, au début je donnais 5 mots pour des petits en CE1, 5 mots à avoir bon dans la dictée. Mm. Et c'était notre challenge. Donc la notation n'était pas la même, mais c'est valorisé aussi. Ok, tu as ces 5 mots qui sont bons. On passe à combien? À combien toi t'estimes que tu peux monter? Et c'est de le mettre aussi dans l'équation. Et pas de Oui. dire moi j'impose ce truc-là. Alors ça prend du temps. Mais par Mm. contre, comme je disais tout à l'heure, en fait, tu perds du temps, mais tu en gagnes Pour beaucoup par la gagner. suite. Ouais. Parce que l'enfant, tu le tires pas. T'es pas sans arrêt en train de dire, bah, il faut que moi je fasse l'effort et lui il fait plus. Parce qu'il est co-auteur de la consigne, donc bah, il se sent concerné vraiment et il y va. Mm. Mais voilà, après c'est des petites choses qu'on peut mettre en place qui sont parfois, on peut trouver ça chronophage, mais derrière, on gagne beaucoup de temps et on gagne surtout des élèves qui sont contents. Et ça, Exactement. quand ils viennent pas à l'école à reculons, ou quand on se dit pas, bah tiens, c'est la troisième absence de la semaine, ça commence à être inquiétant, bah, c'est aussi au niveau de la charge mentale un truc qui s'en va, quoi. Mm. Moi, sur les évaluations, je leur propose de refaire l'évaluation. C'est-à-dire que je fais l'évaluation, je leur donne leurs notes et quand ils sont pas satisfaits, je le corrige pas ni quoi que ce soit. Ils ont la possibilité de le refaire à la maison et de me le ramener. Et alors, je prends pas la deuxième note forcément par un souci d'équité, de justice, mais ça vient revaloriser leur note première. Mais je me dis, il a repris 1 heure ou 2. J'ai pas que des copies parfaites qui me sont renvoyées. Ils refont des erreurs. Je revois que c'est des erreurs qui correspondent à ce qu'ils font d'habitude, une erreur d'inattention ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est un élève qui a repris du temps et qui est content et qui vient chercher plus. Et donc, voilà, c'est du travail de copie en plus, une gestion Ouais. dans le déroulé des séquences. Mais en tout cas, moi, je vois que ça porte ses fruits. Et voilà, j'ai des élèves qui vraiment jouent le jeu. Et ça permet d'aller chercher aussi un peu les notes dans la classe. Donc, c'est chouette. Ouais, mais c'est ça. Et des fois, c'est des petites actions, mais qui leur font beaucoup de bien. Mm. Alors oui, comme tu disais, de toute façon, toute action qu'on va mener pour différencier, ça prend du temps. Mais ça fait aussi partie du jeu. Et tu disais, les enfants ont besoin qu'on mette du jeu et les adultes aussi. De toute façon, ça pimente aussi, c'est pas linéaire. On Mm. fait pas toujours la même chose. On propose. Des fois, on se plante. Des fois, on propose un truc, ça marche absolument pas. Et ben, c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'en proposer un autre. Ils Et en en ont même temps, ça proposé. montre aux enfants qu'on n'est pas parfait non plus. Exactement, oui. Se tromper, accepter l'erreur. Moi, souvent, j'ai pas mes calculs de fait, et donc je leur demande de vérifier les calculs. Des fois, j'en fais de tête et je me plante. Et alors, c'est aussi ma façon de fonctionner, mais c'est leur montrer, ben ouais, ok, je me suis trompée, ouais, je suis pas parfaite et j'ai le droit de me tromper. Et de mon erreur, je vais m'en servir. Souvent, il y a parfois des exercices un peu erreurs dans les manuels. Moi, c'est toujours ces Ouais. exercices-là que je vais piocher. Lola s'est plantée sur son calcul. Est-ce que tu peux me regarder? Pourquoi? Voilà. Après, ça vient aussi parce que je fais du théâtre d'improvisation et donc perdre avec force et grâce. Le rapport à l'erreur, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en théâtre d'improvisation et donc j'ai à cœur de le transmettre et de leur dire donnez-moi vos erreurs. C'est là où on va les déverrouiller et on va arriver sur le bon schéma. Ouais. Et bah, du côté des parents, moi, c'est un truc que j'aime bien faire aussi en tant que parent, c'est revenir. Des fois, c'est pas nécessaire de revoir tout.
mais c'est nécessaire de revoir là où ils se sont trompés parce que il y a eu une incompréhension et elle reviendra à chaque fois. Donc quand les enfants ont peu d'attention disponible, au lieu de revoir toute la leçon à fond et d'y passer 1 heure, ben, c'est de se dire on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est là où il n'a pas compris, là où il s'est trompé. Euh, donc voilà, on va aller l'aider parce que finalement, là où il a compris, il n'a pas besoin forcément de nous. Oui, mais dans l'évocation, moi j'aime bien leur faire ça parce qu'ils prennent confiance aussi. C'est de dire avant de démarrer à relire ton chapitre ou ta leçon que tu as besoin de revoir, pose tout ce dont tu te souviens Ouais, de ce que tu as vu en cours. Parfois ils vont être surpris et on dira rien. C'est pas grave, essaye quand même. Et finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent rester. Déjà, ça leur permet de se dire, ben ouais, je prends confiance finalement, il y avait déjà pas mal de choses et je vais venir rajouter ce qui me manquait. Et c'est normal qu'il manque puisque c'est le principe de la révision des devoirs à la maison. Et puis, comme l'a dicté, quand j'ai fait une erreur, j'ai oublié le S, je l'ai corrigé et je l'ai vu, ben, il y a de fortes chances que la dictée à l'école, on y repense, on se entend le dire, voilà, tout ou, ce qui est en gestion ou mentale. Et alors puis, on refait la même. ou on refait la même. Mais en tout cas, au bout d'un moment, Et moi, j'ai ah non, mais quand même, l'erreur nulle que j'ai faite. eh oui. Mais moi, je préfère une erreur nulle qu'une erreur de fond. Et c'est ce que je leur dis. Mais Cette oui, erreur, elle est là, mais par contre, elle est en surface. Et donc, derrière, c'est 2 ou 3 points qui peuvent être rapidement. Et donc, quand on reparle en points, des fois, ça les remotive de dire, ben, en fait, ta copie, concrètement, en compétence, elle vaut pas 12, elle vaut 14. Et donc, ça, c'est c'est chouette. ça. OK. Et ça fait partie des choses en tant que parent qu'on peut amener aussi. C'est dire, ben voilà, là, ta note, elle est comme ça. De toute façon, on ne pourra pas la changer, elle est là. Par contre, si on regarde les erreurs que tu as faites, qu'est-ce que tu savais vraiment faire? Et peut-être tu étais stressé, peut-être tu as perdu pied, peut-être tu n'as pas eu le temps de bien relire la consigne, c'est ok. Mais quelle note tu aurais réussi? Le stress, s'il n'avait pas été là, si tu avais eu le temps dont tu avais besoin, et bien, des fois, ça, ils se disent, ah ouais, en fait, c'était possible. Et on ouvre une petite brèche en tant que parent bah oui, tu pouvais avoir une note qui représente vraiment les efforts que tu as fait. Puis des fois, c'est la cata et c'est pas grave. Si c'est pas la cata tout le temps, bah, on va retravailler et puis on va se mettre un petit objectif entre nous, qui ne concerne pas forcément l'école. Mais moi, mon fils, typiquement, je crois, première dictée, il avait eu 6,5, grosse catastrophe pour lui. Il a toujours de très bonnes notes. Mais on s'était dit, l'essentiel, on va viser 10. On va pas viser 19 comme il a de moyenne en français habituellement. Non, on va faire un niveau inférieur. Parce que c'était pas possible de passer de 6,5 à 19. Voilà, il ne peut pas être d'un coup excellent sur certaines règles qu'il n'avait pas comprises. Et on se lance des petits challenges comme ça. Et puis moi j'aime bien, je fais la dictée, des fois on l'enregistre, on la met et je le fais en même temps que lui. Et ça le fait rire parce qu'il y a des fois moi je fais des erreurs. Je suis pas. Pourtant je suis très douée en orthographe, mais pas à partir du moment où je me pose des questions. À partir du moment où je me pose des questions, je ne sais plus écrire. Il y a trop de choses. C'est quoi? Je sais plus, je le vois plus. Donc lui, ça fait rire parce qu'il se dit ah, mais oui, mais en fait, moi j'ai eu bon et toi t'as eu faux. Et ça le valorise. Donc voilà, quand on a le temps de prendre des petits trucs comme ça, c'est quand même chouette. Moi, j'aime bien aussi parler des efforts qu'il a fait. De dire est-ce que tu as fait de ton mieux? Des fois, il va me dire oui, des fois, il va me dire bah non, pas vraiment. Et ben voilà, on va travailler pour que tu puisses faire de ton mieux. Après, le résultat, voilà, on ne peut pas le changer, mais tu peux faire de ton mieux. Et faire de ton mieux, si c'est avoir 12, mais c'est OK. Parce que tu as tout donné. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Et c'est pas facile parce que des fois, ça nous agace. On sait qu'ils savent faire. Et le résultat, il n'est pas à la hauteur du travail qu'on a fait en famille, etc. Donc, c'est un peu agaçant, mais on prend sur soi. On souffle beaucoup. Oui, moi j'aime bien la notion de pari. Des fois, quand j'ai vraiment le jeu pour eux, c'est de dire bon, ok, t'as révisé, combien tu penses pouvoir avoir, combien tu penses avoir une fois que tu l'as fait, et puis finalement voir s'il y a vraiment un grand écart entre la note, sa façon, en tout cas, de voir ce qu'il a proposé, et puis toujours poser la question avant la note, est-ce que tu avais révisé? Parce qu'un 19 sans réviser, ça dit quelque chose. Un
12 sans réviser, ça dit quelque chose aussi. Ouais. Voilà. Donc là, moi, en tant que prof, des fois, je leur dis, là, je leur demande, mais est-ce que vous l'avez bien préparé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, concrètement, j'ai eu une éval. C'est pas tant les compétences, mais c'est la gestion du stress. Ils ont tous paniqué. Un a paniqué, il a mené tout le reste du groupe en se disant, mais en fait, l'éval, elle est trop dure. Et bon, du coup, j'ai pas, comme ils étaient pas suffisamment préparés, ils n'ont pas eu confiance en eux sur, mais non, c'est simple, on va y arriver, et tout le monde a lâché. Donc, c'est Ouais. dommage, mais en tout cas, c'est apprenant. Le but, c'est de faire le constat. Si on fait pas le constat, l'expérience, elle va juste nous renvoyer de j'y suis pas arrivé. Donc, Ouais, c'est ça, et c'est intéressant aussi. Moi, en tant que parent, j'aime bien regarder la moyenne de classe parce que ça situe un peu aussi. oui, Si je vois que mon fils il a eu 12 mais que la moyenne de classe elle est à 10,5, je me dis, ben en fait, il est pas tant dans les choux que ça par rapport au niveau général. Ça excuse pas, c'est parce que la moyenne est de 4 parce que personne n'a appris sa leçon, que un 6 c'est génial. Mais des fois, sur un devoir où il va avoir eu des difficultés, ben, je peux me dire que finalement, peut-être que la notion, elle n'a pas été comprise dans la majorité des cas. tout à Donc, fait, ouais. voilà. Et ça, c'est des indicateurs en tant que parent, plutôt que de tout de suite râler, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette note? Ben, on peut aller se dire, je vais aller voir quand même. En moyenne, comment ils ont réussi ça? Quelle est la note la plus haute? Quelle est la note la plus basse? Maintenant, sur Pronote, on a tout ça, donc c'est Oui, cool. oui, c'est ça. Ah, autant s'en servir pour autre chose que de se dire, ah mon Dieu, ils ont tout ça à faire. Ah, Ouais. Moi, j'inviterais mon petit conseil aussi pour les parents, c'est de laisser aussi les enfants annoncer leurs notes et d'engager la discussion, parce que moi, je trouve que Pronote, et pourtant je l'utilise, hein, mais Pronote met beaucoup de conflits, en tout cas dans les discussions, en disant, t'as vu ta note, et on n'a pas l'explication, de laisser au moins le jeune ou voilà, dire, ben voilà, j'ai eu cette note, qu'est-ce qui s'est passé, et d'aller dans la discussion. Euh, et ensuite se servir des statistiques, et tu as bien raison, ça permet aussi de relativiser parfois notre colère ou quoi que ce soit. Ben, si la notion n'est pas comprise, ben, aussi pédagogiquement, c'est comment le prof va faire en sorte de la revoir ou de la rapporter différemment, quoi. Mais c'est ça. Mais, des fois, moi, je vois, enfin, il y a une majorité de professeurs qui mettent la note sur Pronote une fois les copies rendues. Donc, oui, c'est vrai que moi, je me pose pas trop la question, mais des fois, quand il y a une note, c'est vrai, sans explication, on ne sait pas finalement. Donc, bon. Et après, de toute façon, on sait aussi qu'on aimerait être des petites souris pour voir ce que font nos enfants et que c'est un moyen de combler ce côté hyper curieux du parent qui veut prendre soin de son enfant. c'est sûr. Tout à Mais fait. chut, on voit, on dit rien. Exactement. Mais d'ailleurs, dans les conseils pour les parents, il y a l'alliance éducative, se dire que plus on va communiquer avec le système éducatif, voilà, plus ça va permettra de transmettre ce qui fonctionne bien pour votre enfant, récupérer les infos et pouvoir ajuster au mieux, puisque le regard du pédagogue peut peut-être aider sur le travail à la maison. Donc vraiment essayer d'être ensemble pour le jeune. Voilà, moi je me dis quand tout le monde regarde le jeune, c'est qu'on avance tous dans la même direction. Ouais, et puis, enfin, il y a aussi ce côté dédramatiser ce sentiment d'injustice quand c'est Mm. bien présent chez les neuroatypiques. Euh, et des fois, c'est de dire, ben oui, tout sera pas juste. Et c'est un apprentissage. Tu as l'impression que là, c'est pas juste. Tu as l'impression que toi, tu avais donné la bonne réponse, mais c'était pas ce que la personne elle attendait en face. Et c'est OK, c'est comme ça. Et des fois, ben, nous-mêmes, on a notre propre sentiment d'injustice là, tu sais, qui revient. Et tu as envie de dire, ouais, c'est nul, le collège, c'est nul. Et donc, c'est comme en tant que parent, tu fais équipe. Et même si l'autre, il dit un truc, tu me dis plus tard, c'est pas grave. Mais devant Voilà. l'enfant, t'es d'accord. Et ben, c'est pareil, en fait. C'est d'essayer aussi de faire équipe avec le corps enseignant, même si on n'est pas d'accord tout le temps et qu'on comprend pas tout le temps. Mais c'est de pas démonter, voilà, parce que l'enfant peut vite se décourager en se disant, oh, de toute façon, ce prof, il est nul. Mes parents ont dit qu'il était nul, donc je ferai pas l'effort. Et parce qu'il y a ce sentiment aussi de légitimité envers les parents. Même si les parents, non, ils sont casse-pieds, gna gna gna, ben, l'enfant, il va avoir envie quand même que ses parents l'aiment. Et donc, il va suivre ce que les parents disent. Et là, Bien des fois, on sûr. se retrouve piégé. Donc, Mm. voilà, il faut faire attention aussi. Je sais que c'est pas évident. Des fois, ça nous échappe.
Mm. On peut toujours se rattraper et dire oh bah la dernière fois j'ai dit ça mais bon oh c'est parce que j'étais de mauvaise humeur, j'étais pas contente, etc. Mais bon voilà, ça arrive, on a des avis différents et voilà. Et on revient sur le truc qu'on a dit de travers, pas plus mal. Des fois ils disent oh oui mais moi aussi ça m'énervait et puis on passe à autre chose. On prend 5 minutes là pour vous partager un petit peu les tips côté des enfants. On en a partagé tout au fil de notre discussion. On a parlé de clarifier le mode d'apprentissage, quelle mémoire est dominante chez l'enfant, comment il apprend mieux. On avait aussi parlé de fractionner les tâches, de ne pas tout donner d'un coup, de créer des micros-objectifs. Nous, c'est pareil. Hein, demain, on nous dit tu vas gravir l'Everest dans 6 mois. Mon Dieu, non, j'y vais pas. Par contre, on nous dit chaque jour tu marcheras 100 à 200 mètres, 300 mètres peut-être. Mais on se dit ok, d'accord, je vais y aller. Et là, c'est pareil. On leur file pas l'Everest comme ça Exactement. direct. Hum, Après, moi, ce que j'aime bien aussi faire, tu en avais parlé, tous les petits objets qui se manipulent. Quand on Oui, a de l'hyperactivité aussi, c'est hyper intéressant. Je sais que ça se fait dans certains établissements, de mettre les élastiques sur les pieds de la table où les enfants oui, peuvent poser et du coup, ils ont les pieds qui gigotent. Mais ça peut se faire à la maison aussi. On oui. peut installer un truc, ça peut être aussi des choses comme des bureaux qui montent, un bureau plus haut où on peut être debout. Voilà, il y a plein de petites choses et les enfants, bah, eux le savent, enfin, ce dont ils ont besoin, ils savent. Par contre, ils osent pas toujours le dire. Donc voilà, c'est peut-être pour les enfants oser dire aussi, de leur dire, tu peux me dire si tu sens que tu as besoin de quelque chose. Moi, j'aime beaucoup aussi, il y a des stylos des fois qui ont des textures un peu velours, des Oui. choses et qui sont apaisantes. Donc C'est ça, tout ce qui peut être un peu apaisant, les fidgets dans la mesure où ça fait pas, pour la classe en tout cas, ça fait pas trop de bruit, mais si ça permet de concentrer son attention, de pas retourner les cahiers et, ou quoi que ce soit et discuter, ben voilà, ça le permet d'avancer. toujours demander l'avis de l'enseignant parce que Mm. c'est bien chouette, mais un enfant qui nous arrive en classe avec une balle qui peut manipuler, etc., ben, les autres, ils vont se poser la question. Et nous, si on n'est pas mis au courant, si on dit bah, les jeux sont interdits dans la salle de classe et que l'enfant il arrive avec un truc qui ressemble à un jouet, ben, pour les autres, ça va justement bien activer ce sentiment d'injustice de c'est le chouchou de la maîtresse ou du prof et ça peut créer des tensions. Alors que d'envoyer un petit mail en disant est-ce qu'il est possible que mon enfant vienne avec ça parce que je sens qu'il en a besoin. Bah, la personne en face, elle va répondre oui ou non. Faudra l'accepter. Mais au moins, quand l'enfant il va arriver, il va pas se sentir obligé d'expliquer, seul face à l'adulte, voilà, mal pris parce que ben c'est pas évident. Mais c'est sûr que communiquer et dire voilà j'en ai besoin et de clarifier peut-être que la balle c'est sur des moments, c'est pas tout le temps, c'est dans certaines conditions et dès lors que les règles, le fonctionnement est clair, puis ça peut être aussi petit à petit. Je vois que tu l'utilises, ben ok tu pourras l'utiliser à d'autres moments. Là à ce moment-là tu c'est pas possible. Dès lors que la communication est claire, ça permet aussi à chacun de pouvoir se sentir en sécurité, savoir qu'il y a ça qui est possible et puis le professeur de faire le rappel à la règle et de pouvoir avancer dans ce qu'il a besoin pour la Et classe. puis en même temps, chacun est informé et chacun peut tenir compte des limites de l'autre. Mm, Moi, je vois, il y a tout ce qui est odorant. Euh, mm, Tu vois, il y a des enfants qui vont passer beaucoup par l'olfactif Olfactif, et qui ouais. vont avoir ces huiles essentielles ou trucs, tu vois, un roll-on ou un truc. Mm, Et moi, c'est pas possible, j'arrive pas en mm, fait. mm. Parce que je suis très très sensible au niveau olfactif et moi, ça me bousille ma journée parce que ça me déclenche des migraines ultra fortes. Bah, en fait, il faut que ce soit confortable pour tout le monde. C'est chouette le petit roll-on d'huiles essentielles, mais si à côté de ça, t'as un prof en PLS, est-ce que Oui. c'est efficace pour tout le monde? Est-ce qu'on va trouver un truc qui convienne et qui soit, parce que ça peut être aussi pour d'autres enfants. Oui, Euh, pour d'autres quand- enfants qui ont les mêmes problématiques, pas que. Mais effectivement, c'est se dire que chaque individualité doit être dans ses besoins, mais dans le collectif, c'est Mm, comment tu harmonises ça. Et
Il y a finalement pas de recette miracle, pas de juste milieu, mais un équilibre. Et comme l'équilibre du vélo, ben, parfois on le trouve, parfois on penche un peu plus à gauche, à droite, et c'est toujours ce fil-là à trouver pour avancer et pour que tout le monde puisse vraiment être respecté dans ses besoins. Ouais, et puis toujours, en fait, la base, c'est la communication. Que ce Mm, soit des parents à l'enfant, d'exprimer que là, ils sont pas d'accord. Et mm, voilà. Mais moi, j'aime bien utiliser la communication non violente, donc peu ouais, importe, hein, mais toujours partir de soi. mm. Je ressens ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider en faisant ça? Et finalement, c'est un peu ce qu'on va aussi envoyer au professeur. Mon enfant a besoin de ça. Est-ce qu'il serait possible de mettre ça en place? Peut-être que vous avez d'autres idées. Est-ce que Oui. pour vous c'est correct? Est-ce que vous l'acceptez? Et finalement, c'est dans la demande. Parce que si on commence par oui, dans votre classe, mon enfant ne se sent pas bien, et qu'on on culpabilise l'enseignant à fond, on va rien obtenir non plus parce qu'on est tous humains et quand on nous pointe du doigt et qu'on nous culpabilise, on se met en mode défense. Donc soit on est dans l'agressivité, soit on se referme, soit on fait demi-tour et on va voir ailleurs. Euh, voilà, donc il faut aussi tenir compte que on est tous des humains, on a tous besoin d'entendre les choses de façon calme et posée. Donc c'est pas dans la colère qu'on va pouvoir communiquer. On attend que ça redescende et après on y Exprimer va. le besoin, ça permet aussi de permettre à l'autre de trouver d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Parce que si j'ai besoin de ça, en tant que parent, ben, moi j'ai trouvé ça comme solution, mais parce qu'à la maison je n'en ai qu'un et que pour 23 c'est compliqué, ou pour d'autres classes selon le nombre de classes, peut-être que l'enseignant, lui, par rapport à ce besoin, comme il est en gestion de classe, il aura des solutions. Et inversement, ce qui est possible de faire à la maison, c'est pas possible pour telle ou telle raison. Chaque famille a son propre fonctionnement. Comment on peut avancer dans ça? Et pareil avec les jeunes, c'est moi je leur laisse toujours trouver leurs solutions. Ils sont Ouais. très créatifs. C'est l'avantage aussi des profils neuroatypiques. Il y a la créativité parfois qui est un peu plus développée, ou en tout cas dans la suradaptation. C'est une des solutions qu'ils peuvent aller chercher, et de les laisser voir ce qu'ils ont envie et ce qu'ils veulent mettre, parce que rien de mieux qu'une solution que j'ai trouvée pour la mettre en place, je serais d'ores et déjà beaucoup plus motivée à l'utiliser. Ouais, et ça, je pense, voilà, c'est notre petit mot de la fin, que ce soit pour les Mm, parents, pour les enseignants, pour les enfants. En fait, c'est de co-créer quelque mm, part. Se positionner, on va tous dans le même sens. L'enseignant, ce qu'il veut, c'est la réussite des élèves. Voilà, on peut dire, il s'y prend mal, il fait pas ce qu'il faut, etc. Chaque enseignant a à cœur que ses élèves puissent réussir. mm. On voit au final la réussite et c'est ce qui fait qu'on est là chaque jour. Il n'y a y a pas photo. Il y a très peu d'enseignants qui font ça juste parce qu'ils ont envie de se poser les fesses sur une chaise. Ça ne marche pas. Euh, Ça ne tient pas dans la durée. Mais effectivement, moi je leur dis, moi j'ai très envie de mettre des bonnes notes. Donnez-moi l'occasion de mettre des bonnes notes, ou en tout cas de voir qu'il y a des choses qui sont comprises. Après voilà, on avance effectivement tous voilà, moi j'ai vraiment la notion du regard. Quand on regarde tous, et qu'on est tous centrés sur donner de la réussite à nos ados, et en tout cas moi c'est mon public cible, mais voilà, à nos jeunes, et on avance tous dans la même direction, et c'est là où c'est le plus profitable pour tout le monde. c'est ça. Et voilà, en tant que coach, le principe, c'est d'accompagner à ce que tout ça, ça puisse être facilité. Mm, Parce que c'est vraiment, c'est là, hein, le domaine du coach, c'est de faciliter la mise en place des choses, de faciliter la compréhension, l'écoute de soi, et puis d'aller booster un petit peu aussi au niveau, tu disais tout à l'heure, de confiance en soi. mm, Donc il y a tout ça qui se met en place tranquillement, dans le but que on se retrouve avec des enfants qui sont épanouis et qui traînent pas les pieds le matin en se disant de toute façon ça sert à rien, j'irai pas parce que je vois pas ce que je vais faire là-bas. mm. Et voilà, et c'est tout ça. Et ensemble, moi j'aime bien ce truc qui dit seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. Mm. Parce que c'est vraiment ça. Peut-être qu'on a cette impression que travailler en équipe, on va aller moins vite. Mais c'est pas grave, parce qu'on ira plus loin et de la meilleure des façons.
Si on a envie d'échanger avec toi, si on se dit, bah tiens, ça m'a intéressé à parler de ci, de ça, et j'aimerais bien pouvoir échanger, où est-ce que c'est le plus facile pour te trouver? Alors, on peut me retrouver sur Insta. Donc, j'ai effectivement mon compte Christelle Ecta Coaching. Et ensuite, pour échanger avec moi, le plus simple, j'ai aussi un site internet où c'est que vous pouvez, si vous avez envie, réserver un appel découverte. Et ça permet déjà d'avoir un premier échange de 30 minutes, savoir ben, mon approche, vos besoins, si ça correspond. Voilà. Et puis, je travaille, moi, je suis en région toulousaine. À mon accent, tout le monde aura On reconnu. n'avait pas remarqué. Voilà, que je suis plutôt du sud de la France. Je suis basée en région toulousaine et selon les profils et les maturités, j'accompagne aussi en visio si, s'il y a des besoins. Merci. Moi, c'est la même chose finalement. Sur mon site, on trouve cet appel. Je trouve ça génial de pouvoir avoir un premier échange qui Mm. engage pas forcément à poursuivre, mais qui nous permet de voir si on est sur la même longueur d'onde, si les besoins qui sont exprimés, nous, on peut y répondre. Et ça, c'est quand même le top du top, parce que finalement, si les besoins qui sont exprimés, ben, nous, on ne peut pas y répondre, on peut vous rediriger vers des personnes qui vont être en mesure de répondre à ces besoins-là. Moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est de ne pas laisser sans solution. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on ne pose pas de diagnostic, ni en tant qu'enseignant, ni en tant que coach. Oui. Par contre, on peut vous dire, ben voilà, moi, ce qui m'intéresse là, c'est peut-être d'aller explorer ce point. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement de dire, mais allez voir un neuropsy, allez voir telle personne, et puis après, on reparle. On pose un diagnostic, quelque chose, et puis après on y va ensemble. Mm. Et voilà, c'est que nous, on a ce regard extérieur qui permet aussi de savoir un petit peu vers où aller. Oui, ça permet de donner des orientations différentes, de voir aussi voilà, un regard extérieur sur tout ça. En tout cas, j'ai été ravie. Je pense qu'on a à peu près abordé tout ce qu'on voulait aborder, donc ça c'est Oui, quand même le top du top. On a dépassé un petit peu, mais pas trop. pas trop. Je te remercie beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager la vidéo. Quand elle sera en replay, à revenir mettre un petit like, à revenir mettre un petit commentaire, parce que ce que vous avez écrit au fil de la discussion, bah, ça disparaît. Donc revenez nous dire que vous avez été content de partager ce moment avec nous. Ceux qui nous écouteront en replay, si vous n'avez pas envie de laisser forcément un commentaire en dessous parce que vous voulez parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages. On est toujours ravis de vous répondre, c'est toujours un plaisir et c'est toujours chouette de savoir que vous nous avez écoutés de toute façon. Donc même un petit cœur, ça fait plaisir. Exactement. Merci beaucoup, je te souhaite une belle journée à ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.